professeur quand vous le souhaitez. La scène est à vous. Merci beaucoup. Alors, écoutez, je vous remercie de m'écouter encore ce soir. En fait, le but de cette présentation, c'est de vous introduire de manière, je dirais, assez simple, qu'est la biologie moderne et de vous faire une espèce de rapide descriptif de l'histoire d'où on est parti et comment on est arrivé à des concepts relativement rapidement. Alors en fait, le titre, c'est d'où vient la biologie et à quoi sert un chercheur. En fait, la biologie, c'est c'est en fait grosso modo l'étude du vivant. Hein, évidemment, ça va des végétaux, les animaux, les insectes, des très grands organismes comme les animaux, très gros comme des éléphants, ou tout petits comme des virus ou des bactéries. Donc en fait, grosso modo, tout ce qui est vivant sur cette planète. Et maintenant, on parle aussi d'exobiologie, puisqu'on commence à s'intéresser à des mécanismes qui pourraient être similaires sur des planètes extérieures au système solaire. Comment on peut imaginer l'évolution et la création du vivant. Et surtout, comprendre ces mécanismes. Alors en fait, la biologie, elle a commencé, je dirais, avec la civilisation, en quelque sorte. Elle a commencé quand on a commencé surtout l'élevage et l'agriculture, et puis la médecine. Dans nos cultures occidentales, la médecine a été d'une certaine manière un pionnier dans la capacité qu'on a eu à s'interroger sur le vivant et la manière dont on pouvait soigner les personnes malades. Donc on s'est quand même posé beaucoup de questions et de manière empirique ou quelquefois de plus rationnelle, on a envisagé d'étudier à la fois le corps et les pathologies pour essayer de les soigner. Bon, il en a été de même dans d'autres civilisations comme les Chinois qui ont dérivé des connaissances qui n'ont pas abordé la découverte du corps de la même manière. Donc en fait, il y a des approches différentes qui ont obtenu des résultats un peu différents et finalement les approches se rejoignent maintenant. En fait, la biologie moderne, on peut considérer qu'elle est née après la Renaissance, hein, dans l'émergence des sciences dans le monde occidental, avec l'observation. D'abord, parce qu'on a commencé à observer les plantes, les animaux, on a commencé à observer des objets de plus en plus petits, et puis au milieu du XVIIe siècle, on a inventé un appareil qui s'appelle le microscope, qui est un appareil qui permet de grossir un objet, et de le grossir suffisamment pour qu'on voit son ultrastructure, sa structure microscopique. Donc pourquoi microscope ? Parce que tout simplement, micro, c'est millionième. Donc on peut voir quelque chose qui est de la taille d'un millionième de mètre, hein, donc micromètre. Et donc là, a priori, les premières observations réalisées par Hooke ont été d'observer des cellules de plantes. Et vous voyez ici une illustration où on voit ici une plante avec chaque cellule est dans une case, hein, parce que chaque cellule végétale est entourée d'une paroi. Et en fait, on voit à l'intérieur ce qu'on va appeler après le noyau. D'accord. Donc, grosso modo, qu'est-ce qu'on était capable de faire avec un microscope ? Tout simplement d'augmenter la capacité de l'œil pour l'observation et donc de voir des objets qui étaient invisibles à l'œil nu, mais qui permettent d'observer des structures toutes petites. Donc, qu'est-ce qu'on a pu faire avec ces outils à disposition ? C'est tout simplement la capacité qu'on a de décrire avec de plus grande précision le tout petit. Alors pourquoi c'est utile de décrire le tout petit ? C'est parce que d'une certaine manière, dans l'approche scientifique, surtout en biologie, on a ce qu'on appelle l'analyse structure-fonction. Ça va conduire en médecine à ce qu'on appelle le diagnostic différentiel, c'est-à-dire qu'en fait, on va observer quelque chose et on va obtenir un certain nombre de caractéristiques, et en fonction de ces caractéristiques, on va déterminer quelle est la probabilité plus ou moins grande qu'un objet d'étude aura telle ou telle fonction. Donc en fait, on se rend compte que par exemple, quand on dessine, en fait, la plupart des historiens de l'époque, c'était des gens qui étaient à la fois faits pour faire de la science, mais étaient aussi des artistes parce que tous ces dessins étaient faits à la main et souvent à l'encre de Chine, et en fait décrivaient des structures observées au microscope. Et on voit ici des dessins historiques où
grosso modo, les histologistes de l'époque décrivaient ce qu'ils observaient. Et on voit qu'on passe de quelque chose de relativement rudimentaire, avec ainsi une couche de cellules posées sur une membrane basale, à quelque chose de plus en plus précis, avec la description, ce qu'on appelle un acinus séreux. C'est par exemple la structure d'une glande salivaire qui va produire la salive dans notre bouche. Par exemple, on voit que de plus en plus, l'histologie va aller dans la description de plus en plus précise des tissus, avec une description de plus en plus précise et de plus en plus attentive aux détails. C'est-à-dire que chaque détail va avoir son importance pour la description des objets, parce que qu'est-ce qui va permettre l'émergence de la compréhension de ce qui se passe, de la manière dont on s'organise les tissus? C'est tout simplement que, à force d'observer, à force d'intégrer de nouvelles informations, le cerveau humain était capable d'extrapoler la nature de ce qu'il observait et d'en faire un objet. Quelquefois, là, ici, on passe d'une observation en 2 dimensions à une observation en 3 dimensions. Et en fait, grâce à ces outils, on était capable d'observer des objets de plus en plus complexes. Alors maintenant, les microscopes ont évolué. On n'est plus dans des microscopes il y a 3 siècles. Maintenant, on a des microscopes extrêmement puissants, mais la microscopie optique reprend toujours les mêmes principes, avec des miroirs, des objectifs et des lentilles. Bon, on a un maximum observable en microscopie optique, c'est-à-dire qu'on ne peut pas descendre en dessous du seuil de la cellule, on ne peut pas observer au niveau de la structure atomique des objets. Par contre, avec la microscopie électronique qui a été développée au XXe siècle, on est capable je dirais, imager de l'ultrastructure d'une cellule, et avec une précision telle qu'on est capable de voir des structures qui sont de l'ordre de quelques dizaines d'angstroms. Alors maintenant, grâce à ce qu'on appelle la microscopie électronique, la cryomicroscopie, c'est-à-dire qu'on est capable d'observer des objets pratiquement en 3 dimensions, avec une définition d'ordre presque atomique. Et maintenant, on a aussi ce qu'on appelle des microscopes à force atomique, qui permettent de voir des objets, des molécules en mouvement sur des surfaces. Donc voilà, maintenant, à quoi ressemble un microscope? Ici, vous avez directement un poste de microscopie confocale. C'est un système qui utilise des lasers qui peuvent être soit des lasers à longueur d'onde unique, soit des lasers pulsés qui ont une capacité à stimuler un tissu avec une très haute fréquence. Et à ce moment-là, on a la possibilité d'observer des objets et d'en faire des images en 3 dimensions, c'est-à-dire de voir une cellule et de la modéliser en 3 dimensions, ce qui permet de voir comment une cellule va fonctionner dans 3 axes. On peut faire aussi ce qu'on appelle de l'imagerie en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple ici, vous voyez à l'intérieur des cellules, là on est en train de suivre une protéine qui part de son lieu de synthèse et qui va se diriger tranquillement vers la surface de la cellule pour aller être adressée à son site d'utilisation. Et ça, c'est très important parce que ça permet de comprendre comment une protéine, quand elle est fabriquée dans une cellule, peut être transportée spécifiquement d'un endroit de fabrication à un autre. Il faut savoir que dans une cellule, grosso modo, toutes les protéines ne vont pas au même endroit, évidemment, parce qu'elles ont chacune une fonction particulière. Et donc, quand je vous ai pas introduit le terme de protéine, mais une protéine, c'est un des caractères, c'est une des briques, c'est une molécule qui est importante pour le fonctionnement de la cellule. Et par exemple, ici, ce qu'on voit ici, c'est par exemple de la microscopie en plein champ, c'est-à-dire ça c'est de la microscopie confocale, ça c'est de la microscopie plein champ, où on voit une cellule en son entier et on voit la résolution qu'on est capable d'avoir. Ici, ce sont des cellules dans lesquelles on a marqué le cytosquelette, et on voit que la structure de la cellule est parfaitement détaillée, et si on observe ça avec ce qu'on appelle un zoom numérique grâce à un ordinateur, on va pouvoir aller très très loin dans la définition de la structure de cette cellule. On voit ici que les noyaux sont très très marqués parce que le cytosquelette entoure le noyau. Hop, si je pouvais passer, hop, voilà. Donc vous voyez que grâce à la microscopie, on est arrivé à faire des choses qui étaient au départ, de l'analyse en 2 dimensions qui a permis de comprendre la structure en tridimensions, c'est-à-dire que de ce qu'on avait, des dessins qui ont été compilés ensemble, on était capable de créer en fait des images tridimensionnelles, et vous avez ici le résultat de ce qu'on appelle une compilation d'images d'histologie qui permettent, si on fait une coupe serrée d'un tissu, de le représenter dans l'espace
tridimensionnel, de manière à avoir sa structure complète. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça a permis aux histologistes au cours du XXe siècle de mettre en place ce qu'on appelle l'anatomopathologie, c'est-à-dire, ou l'histopathologie, c'est-à-dire qu'en fait, on est capable de discerner des tissus qui sont sains, c'est-à-dire qui n'ont pas de maladie, et des tissus qui sont malades, où on a une pathologie, particulièrement dans le cas de cancer ou de maladies dégénératives, on est capable de reconnaître des signes de cellules qui sont anormales, de signes de cellules qui sont normales, et d'en faire le diagnostic. Et c'est extrêmement important en diagnostic, par exemple, pour diagnostiquer un cancer. De la même manière ici, vous voyez que grâce à des marquages de plus en plus spécifiques et de plus en plus fins, on est capable de déterminer dans un tissu quels sont les types cellulaires très très précisément, parce que chaque cellule spécifiquement va exprimer un certain nombre des répertoires de ces gènes qui vont lui donner des propriétés particulières. Par exemple, ici, il s'agit d'un épithélium intestinal, et vous savez que l'intestin, c'est à la fois un lieu d'échange de l'organisme, on va récupérer la nourriture de ce que l'on mange, et c'est très important parce que dans la nourriture qu'on mange, on a beaucoup de nutriments, donc ça veut dire qu'il faut une surface d'échange extrêmement importante pour récupérer le maximum de nutriments à partir du bol alimentaire. Et on a aussi besoin de se protéger, parce que finalement, ce qui est dans le bol alimentaire n'est pas forcément très digeste, et en plus, souvent, les molécules sont un peu agressives. Donc, on a ici en rouge des cellules qui sont là pour protéger l'épithélium, qui vont sécréter des molécules qui font une espèce de film de protection à l'intérieur de l'intestin. Et c'est extrêmement important parce que c'est grâce à cette distribution, à cette capacité qu'on a de décrire le réel, qu'on est capable maintenant de déterminer si une structure est normale et comment elle évolue. Et c'est-à-dire qu'en fait, même, on est capable de voir, grâce à l'analyse microscopique, finalement, des choses tout à fait raffinées par rapport à la distribution du type cellulaire, si, par exemple, un individu a plus ou moins un grand besoin de récupérer des nutriments. Donc, l'aspect particulièrement spécifique de la biologie, c'est son rapport à l'expérimentation. C'est-à-dire que dans les sciences, grosso modo, on a les sciences qu'on va dire qui peuvent être très théoriques, comme les mathématiques ou la physique. La physique a aussi son pendant expérimental, mais la biologie théorique n'existe pas, parce qu'il faut systématiquement passer par l'expérimentation, et quand on travaille en biologie, il faut faire l'expérimentation sur du vivant. Donc d'une certaine manière, le démarrage de la biologie moderne a démarré aussi avec les travaux de Pasteur, qui ont montré, entre autres, il n'y a pas eu que Pasteur, un corps en Allemagne a fait aussi énormément dans ce domaine-là, avec la naissance de ce qu'on appelle des microbiologies, c'est-à-dire qu'en fait, les théories de l'époque du 19e siècle étaient de considérer que le vivant apparaissait de manière spontanée s'il avait un tissu nutritif, ce qu'on appelait la théorie de la génération spontanée. Et en fait, Pasteur, grâce à cette expérience, a montré que si on faisait bouillir un liquide qui était rendu donc stérile, il suffisait que les bactéries de l'air puissent rentrer dans l'ampoule pour qu'il y ait à nouveau la prolifération de bactéries et que la solution devienne trouble. Et que si on prévenait les bactéries de rentrer par un dispositif avec un espèce de siphon qui empêchait les bactéries de rentrer, eh bien, à ce moment-là, le liquide restait pur et il n'y aurait pas de contamination. Et grâce à cette simple expérience, on a pu régler un problème qui occupait les biologistes depuis plusieurs dizaines, voire siècles. C'est-à-dire qu'en fait, on a montré de manière expérimentale que le vivant ne pouvait pas proliférer ex nihilo. Il fallait qu'il y ait du vivant pour créer du vivant. Donc, même s'il a besoin de matière vivante, de matière organique pour proliférer. Alors, la chimie organique, d'une certaine manière, a vu son essor pratiquement aussi au 19e siècle, pour une raison simple, c'est-à-dire que pendant très longtemps, on considérait les chimistes qu'il y avait il y avait le vivant créait ses propres molécules et le minéral avait une chimie très très singulière, c'est-à-dire qu'en fait les deux ne cohabitaient sans interaction. Et un chimiste allemand a pu en laboratoire synthétiser de l'urée et ça a été la naissance de la chimie organique où on a pu montrer que on pouvait
synthétiser dans un tube une molécule organique, et ce n'était plus l'apanage simplement du vivant de créer des molécules organiques, mais on était capable de le reproduire en tube à essai. Donc, on a abordé l'aspect de la microbiologie. Donc, la génétique aussi a été extrêmement importante dans le développement de la biologie moderne. Pourquoi? Parce que la génétique, elle est venue de manière empirique sur les gens qui faisaient de l'agriculture, qui faisaient soit de l'élevage, soit de l'agriculture. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permettait de sélectionner des pousses et des espèces qui étaient les plus prolifiques, qui avaient les meilleurs rendements. Donc, grosso modo, il a eu un grand intérêt à essayer de pousser en avant des méthodes un peu rationnelles pour essayer de sélectionner les meilleurs sujets pour obtenir les meilleurs plants ou les meilleurs animaux. Donc, en fait, grâce à Mendel, on a pu qu'on appelle créer les bases de la génétique mendélienne, où on a toutes les bases finalement qu'on utilise encore sur la séparation des chromosomes et la sélection des gènes en fonction de leur dominance ou leur récessivité ou leur codominance, c'est-à-dire qu'en fait un gène peut être exprimé ou ne pas exprimé ou être capable de s'exprimer avec un autre gène, c'est-à-dire qu'en fait dans nos cellules, on a 2 copies en général d'un même gène, et les 2 copies d'un même gène soit sont exprimées, c'est-à-dire co-exprimées, ou alors simplement il y en a un qui va être dominant par rapport à l'autre, et à ce moment-là, on n'aura que l'expression de ce gène-là qui va générer un caractère. Et en général, ce sont des histoires assez compliquées parce que ce sont des espèces qu'on appelle des crosstalks, en fait des échanges d'informations qui vont faire qu'un gène va être dominant ou pas. Mais tout ça est assez complexe et ça va donner naissance à tout un tas de choses qui actuellement ont abouti à, en dehors de la génétique, ce qu'on appelle des mécanismes épigénétiques qui s'intéressent maintenant non pas à l'hérédité directement, mais à des mécanismes intrinsèques au vivant qui vont faire que certains gènes vont être exprimés dans certaines conditions et l'environnement aura son rôle à jouer dans la sélection des gènes qui vont être autorisés à s'exprimer ou pas. Une des autres disciplines qui est née aussi très rapidement, mais ça, ce qui est né surtout grâce à des chimistes qui se sont intéressés à ce qu'on appelait la chimie biologie, hein, c'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, on a très vite compris que pour étudier le vivant, on pouvait appliquer les lois de la chimie, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait appliquer des équations de cinétique chimique et on a développé des outils qui ont permis d'analyser, par exemple, l'activité des enzymes qui sont présentes dans une cellule. Et par exemple, c'était intéressant parce que ça a permis de comprendre des interactions qui permettaient de comprendre comment dans une cellule des processus moléculaires qui avaient l'air complexes, c'est-à-dire qu'en fait, pour obtenir une molécule, un produit dans une réaction, en fait, il fallait des réactions chimiques hyper complexes et qui nécessitaient énormément d'énergie. Et en fait, pour ça, le chimiste très rapidement savait que pour arriver à créer des réactions chimiques complexes, il fallait ce qu'on appelle des catalyseurs, et en fait la découverte des enzymes a été des catalyseurs biologiques qui permettent de réaliser une synthèse ou une digestion ou n'importe quoi, toute activité enzymatique, et d'en faire la catalyse, c'est-à-dire qu'en fait elle abaisse le niveau d'énergie tellement bas que les produits de la réaction sont obtenus avec un très faible investissement en gain d'énergie. Et donc on est capable, grâce à ce qu'on appelle l'enzymologie, de suivre l'évolution d'une activité enzymatique avec une cinétique qui permet de déterminer des paramètres biophysiques qui permettent d'évaluer l'affinité, l'avidité d'une enzyme pour son substrat et de déterminer quelle est la capacité d'une enzyme à générer des produits dans un milieu donné. Alors ça, c'est très important parce que ça permet, par exemple, d'identifier dans une soupe si une activité enzymatique est plus ou moins importante et de déterminer, par exemple, si dans un cas ou dans un système ou dans un autre, une activité enzymatique est peut-être défaillante. Alors évidemment, tous ceux qui n'ont jamais fait de science ont entendu parler de la génétique, et donc j'en ai parlé tout à l'heure avec la génétique mendélienne, mais en fait qui a connu son essor avec la découverte de la structure de l'ADN par
Watson et Crick, hein, donc évidemment tout le monde connaît la double hélice parce que évidemment c'était une révolution parce que finalement on savait depuis très longtemps au XXe siècle, on a su que l'ADN c'était le support de la génétique, mais on n'arrivait pas à comprendre comment chimiquement on pouvait porter de l'information, autant d'informations dans un volume si petit. Et la détermination de la structure de l'ADN a été une révolution en termes de biologie parce qu'on s'est dit ça y est, maintenant on va pouvoir décoder la manière dont on code les gènes et donc on code les protéines et les caractères qui sont dans une cellule. En fait, l'intérêt de tout ça, c'est qu'à partir du moment où on a le code, c'est comme si on a à disposition l'alphabet qui permet de lire un livre. C'est-à-dire l'alphabet qui permet de faire des mots et des mots qui font des phrases et des phrases qui font des pages et des chapitres et des livres entiers. Donc, d'une certaine manière, on a commencé à rêver de pouvoir, grâce à la séquence, déterminer le séquence des génomes entiers pour obtenir presque le plan de fonctionnement, le guide de montage d'un organisme développé. Donc on a eu ce qu'on appelle le programme HUGO, c'est le Human Genome Programme, qui a été en fait un programme qui a mobilisé énormément de moyens, hein, qui a été dirigé d'un côté par Craig Venter et ici par le directeur actuel du NIH, j'arrive plus à me souvenir son nom, qui ont dirigé ces programmes-là, qui ont commencé dans les années 80, qui ont abouti en 2001 au séquençage complet du génome humain. Alors évidemment, là, je vous ai mis la séquence, enfin les représentations symboliques de l'ADN. Donc maintenant, c'est devenu une mode. On voit des molécules d'ADN de partout quand on veut parler de science. Donc en fait, bon, grosso modo, c'est une double hélice, hein, inversée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une séquence qui se lit dans un sens et l'autre séquence qui se lit dans un autre sens. Un seul des deux brins porte de l'information, encore que maintenant on sait que le deuxième brin, quelquefois, en antiparallèle, peut porter de l'information. Et en plus, c'est une molécule qui est extrêmement importante parce que comme elle est en forme d'hélice, elle porte une information, elle a un sillon. Et l'organisation des sillons génère aussi une capacité à réguler l'expression des gènes parce que tout cela est organisé de manière tridimensionnelle. Alors, vous voyez ici une frise temporelle qui montre que en quelques années, donc des années 70, pratiquement moins de 20 ans après la découverte de la structure de l'ADN, on a un monsieur qui s'appelle Sanger, a développé une méthode, il a eu le prix Nobel pour ça, pour séquencer de l'ADN. Et c'est-à-dire une révolution, c'est-à-dire qu'en quelques années, tout le monde s'est mis à séquencer tout ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire en fait, on essayait d'identifier chacun un caractère particulier d'une cellule, parce qu'elle portait une fonction extrêmement importante, soit une enzyme, soit un récepteur. Alors, je vais vous expliquer pourquoi c'est important, parce que la plupart des médicaments, par exemple, sont codés, sont portés par des récepteurs qui sont à la surface des cellules, et donc d'avoir la séquence des récepteurs permet de mieux comprendre l'interaction entre une molécule à intérêt pharmaceutique, à intérêt biologique, et de déterminer si on peut l'utiliser de manière facile et s'il n'y aura pas des récepteurs qui seront apparentés qui pourront le fixer aussi. Donc, grâce à ces méthodes de séquençage, on a été capable très rapidement, en moins de 20 ans, de séquencer le premier génome humain. C'est-à-dire qu'on a commencé en 1990 et on a fini en 2000. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu une explosion technologique dans la fin du XXe siècle qui a permis de passer en moins de 30 ans de balbutiement où on séquençait 200 bases par 200 bases à une séquence qui a permis d'obtenir, c'est 1 milliard de bases d'un génome humain. Donc vous imaginez, ça fait à peu près, si on déroule l'ADN qui est dans une cellule, ça fait à peu près 1 mètre de molécules à séquencer. Et donc il a fallu grosso modo plusieurs années et des capacités de calcul considérables pour l'époque pour arriver à assembler la séquence du génome de la première personne qui a été séquencée. Alors d'aucuns, ce qui est quand même assez dramatique dans cette histoire, c'est que au départ, le consortium privé qui était dirigé par Craig Venter, qui s'appelait Celera, avait dit que le génome humain qui était séquencé, c'était en fait un mélange de plusieurs génomes de donneurs volontaires anonymes. Et en fait, on a appris après, par la suite, que Craig Venter avait fait séquencer comme premier génome son propre génome. Donc en fait, bon, c'était
un ego surdimensionné encore une fois. Et donc, de fait, depuis 2001, depuis qu'on a eu le premier génome, on a développé des techniques de séquençage de plus en plus rapides. On est passé du séquençage pratiquement manuel qui utilisait des isotopes radioactifs à des systèmes qui utilisent la physique quantique, ce qui sont en fait, au départ, ça ressemblait à des armoires avec des gros calculateurs dessus, et maintenant on a des espèces de séquenceurs qui tiennent là, c'est la taille d'un gros smartphone et qui permettent de séquencer un génome pratiquement en une semaine, voire en quelques jours ou même un jour. Actuellement, on est capable pratiquement de séquencer un génome par jour. Hein. Donc, on a mis 10 ans pour séquencer le premier, enfin plus de 10 ans pour séquencer le premier génome. Maintenant, on peut séquencer n'importe qui très rapidement. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à faire ce qu'on a fait avec l'histologie, ça sert à faire de la structure-fonction. Par exemple, ici, vous avez la structure d'une protéine qui a été modélisée, parce que une fois qu'on a la séquence d'une protéine, qu'on est capable de la produire, ce qu'on appelle in vitro dans des cellules, on est capable de la produire en grande quantité, on est capable aussi de la cristalliser, d'en faire un sel de protéine. Et ce cristal de protéines, une fois qu'on fait ce qu'on appelle la diffraction en rayon X, on est capable d'avoir un modèle tridimensionnel, et ce modèle tridimensionnel nous donne la position de chaque acide aminé qui compose la protéine, et de déterminer ce qu'on appelle les acides aminés actifs, qui ont un rôle clé dans la fonction de la protéine. Si c'est une enzyme, on va dire qu'on va chercher le site actif et on va essayer de comprendre comment elle fonctionne. Si c'est une protéine structurale, on va comprendre quelles sont les régions qui sont utiles à la fonction. Et on voit qu'ici, il suffit de changer quelques acides aminés, comme ici, sur cette protéine, pour en changer de la distribution dans une cellule. Et vous voyez qu'il suffit de pas grand-chose, une mutation, et on passe d'une distribution qui est comme ça ici, très très localisée, à quelque chose de beaucoup plus dans des vésicules où carrément on perd carrément la localisation avec. Et vous voyez en fait pourquoi c'est important, mais parce que ça permet de comprendre la relation qu'il existe entre une structure moléculaire et une fonction. La fonction, c'est quoi? À la fois, elle porte sur la fonction biologique, mais aussi sur la localisation. Il est évident que si une protéine est une clé d'entrée d'un signal à l'intérieur d'une cellule, ce qu'on appelle un récepteur qui est à la surface d'une cellule, il est important que cette protéine soit à la surface. Si elle n'est pas à la surface, parce qu'il y a eu une mutation, mais à ce moment-là, la protéine va rester à l'intérieur de la cellule et on va avoir perte de fonction. C'est ce qui se passe avec les maladies génétiques quand on a, par exemple, dans le cas de la mucoviscidose, certaines mutations qui empêchent la molécule qui est codée par le gène CFTR d'aller à la membrane et de faire son travail de transporteur au chlore. Et donc, vous voyez ici, c'est des architectures complexes, et les molécules tridimensionnelles. Vous avez ici des molécules qui s'assemblent en complexe pour créer ce qu'on appelle un tube, un tunnel à l'intérieur de la membrane. Et ce tunnel est capable de faire canal, c'est-à-dire qu'en fait, une membrane de cellule, c'est parfaitement imperméable. Il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui sort, sauf si ça a été autorisé. Et en fait, ici, là, vous avez une structure moléculaire qui s'adapte pour faire rentrer des ions sélectivement dans une cellule, et à ce moment-là, de faire entrer des ions sélectivement dans une cellule, ça lui permet d'avoir une activité électrique. Et cette activité électrique, ça peut servir, par exemple, pour un poisson comme une torpille électrique, d'assommer une proie, si elle veut l'électrocuter. Et chez nous, ça sert, par exemple, à avoir des muscles qui sont capables de se contracter quand on a besoin de courir, ou alors d'avoir des cellules nerveuses dans notre cerveau qui sont capables de faire des connexions et réfléchir. Donc, vous voyez que ces molécules-là, il y en a tout un tas, sont extrêmement importantes pour tout un tas de fonctions nécessaires à la vie et au développement d'une cellule normale et d'un individu correct. Et donc, vous voyez ici toute une multitude d'exemples de molécules qui ont été modélisées maintenant. On est capable pratiquement d'aller de la molécule simple qui a été cristallisée, modélisée, à carrément des structures tridimensionnelles qui sont soit des virus, soit des sous-structures dans une cellule, et on peut déterminer comme ça, grâce à des gros outils, des gros calculateurs, des superstructures qui ont du sens et qui permettent de comprendre comment fonctionne un système. Bon, je vous fais pas de dessin. Quand tout le monde a vu les structures du Covid-19, en fait, il a été modélisé grâce à ce genre d'outils. On savait très rapidement que les protéines qui étaient à la surface avaient telle et telle structure, parce que c'est des protéines qui avaient été cristallisées quelques années avant.
Donc, je continue mon chemin. Donc là, on aborde toujours avec l'angle de réfléchir de la structure à la fonction. En fait, ça a été aussi la manière dont on a abordé la recherche dans les neurosciences, où on a d'abord essayé de comprendre comment se faisait ce qu'on appelle la sensation, les capacités sensorielles dans le cerveau et la capacité qu'on avait à sentir et à toucher, à avoir une capacité à entreprendre l'environnement qui nous entoure. Et vous voyez ici une représentation dans le cortex somatosensoriel de notre cerveau, par exemple, quelles étaient la localisation des différentes régions. La main, vous voyez que dans un corps humain, ce qui prend beaucoup d'espace dans le cerveau, c'est la main, la langue et la bouche, et surtout le visage, et puis un tout petit peu le reste du corps. Pourquoi la main et la bouche? Parce qu'en fait, d'un côté, ça permet de toucher et d'appréhender la réalité, parce qu'on se sert beaucoup de nos mains pour comprendre notre environnement, et la bouche et la langue, pour quelle raison? Parce que tout simplement, quand on doit se nourrir, on doit être capable de savoir si un aliment est palatable ou pas, c'est-à-dire qu'en fait, on a besoin de savoir s'il y a un danger à consommer cette nourriture ou pas. Alors, il est évident que la nature n'avait pas prévu qu'on allait inventer les supermarchés, mais au départ, on avait imaginé qu'on avait besoin de savoir si la nourriture qu'on allait consommer était dangereuse ou pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a tout un tas de réactions, comment dire, innées dans le cerveau, où par exemple, il y a un certain nombre d'aliments qu'on ne va pas manger de manière naturelle en fonction de la couleur. Et donc, vous voyez maintenant le niveau de raffinement qu'on est capable d'obtenir, c'est-à-dire qu'en fait, au départ, grâce à ce qu'on appelle la neuroanatomie, on était capable de déterminer les régions qui étaient impliquées dans la sensation avec les 5 sens. Maintenant, on a une capacité à générer des cartes du cerveau, par exemple, ici, sur ce qu'on appelle la circuiterie des systèmes GABAergiques dans notre cerveau, où on peut combiner un certain nombre d'imageries qui vont de la caméra positronique, le PET scan, jusqu'à RMN, etc., et obtenir une cartographie extrêmement raffinée des centres et des groupes de neurones qui vont exprimer de ce qu'on appelle un neurotransmetteur qui s'appelle le GABA, qui est un neurotransmetteur inhibiteur. Alors c'est très important parce que ça permet d'aller vers une neuroanatomie à l'échelle millimétrique, c'est-à-dire que ce qu'on voyait à l'échelle du visible, on est en train de l'avoir au niveau du millimétrique, voire du microscopique, c'est-à-dire que maintenant on est même capable de faire de l'imagerie en temps réel avec un microscope, ce qu'on appelle la biphotonique, c'est-à-dire qu'en fait, on peut faire une petite fenêtre dans le cerveau et regarder jusqu'à 100 microns à l'intérieur du cerveau, voir les neurones vivre et fonctionner. Alors, il est évident, on ne va pas le faire ça chez l'humain, mais sur des animaux de laboratoire, ça peut se faire. Donc, en fait, finalement, on a, pour illustrer tout ça, c'est-à-dire que maintenant, on est capable de comprendre des mécanismes centraux extrêmement raffinés. Pourquoi? Parce qu'on détermine aussi des structures extrêmement profondes dans le cerveau qui ont des rôles fonctionnels. Donc, en faisant une petite recherche bibliographique, je suis tombé sur un article qui montrait qu'on avait identifié récemment des régions dans le cerveau qui faisaient que finalement, si on avait un choix à faire, on avait plutôt tendance à prendre un choix prudent, et donc en général, plutôt que de partir en go, on allait dans le no-go, et en fait finalement, le choix et la prise de risque, elle est plutôt atténuée. En principe, chez les adultes, chez les enfants, c'est moins le cas, parce que c'est pour ça qu'on dit souvent que les enfants sont un peu casse-cou, surtout les garçons qui ont à cause de la testostérone, une maturation du cerveau qui est un peu plus ralentie. Donc en fait, tout à l'heure, je vous ai abordé les côtés épigénétiques. En fait, l'épigénétique, c'est quoi? C'est en fait, vous avez une cellule, un ovule qui est fécondé par un spermatozoïde qui va donner en fait une cellule embryonnaire, et cette cellule embryonnaire va être soumise à des stress environnementaux qui sont surtout dus, par exemple, à la nourriture et l'environnement métabolique de la maman, parce que en fait, quand on a un œuf fécondé, en fait, on récupère le système énergétique de la maman. Ce sont les mitochondries qui viennent de la maman. C'est pour ça qu'on a une génétique spécifique qui est
qui est la génétique de la mitochondrie, qui est en fait une génétique qu'on peut suivre uniquement par les femmes jusqu'à pendant plusieurs générations, jusqu'à maintenant, je crois qu'on est remonté à moins 30 000, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple pour les Celtes, on a fait ça. Et donc, en fait, on voit que le génome qui vient des parents est régulé par tout un tas d'influences extérieures, donc la nourriture, l'épigénétique, ce qui sont associés à, et en fait aussi des contaminants comme des perturbateurs endocriniens et autres pesticides qui ont des effets sur le développement embryonnaire et qui vont obtenir soit la mise en place de systèmes vertueux qui vont permettre, par exemple, d'avoir un enfant tout à fait sain, ou alors on va avoir le développement sur le fond génétique constant, hein, donc ça vient des parents, on va avoir un usage des gènes qui sera différent et on verra peut-être apparaître des pathologies qui n'étaient pas présentes chez les parents. Donc on voit ça, par exemple, en particulier beaucoup sur les maladies métaboliques, où on se rend compte actuellement que l'influence sur le long terme de l'épigénétique sur l'apparition de maladies comme l'obésité ou le diabète. Et donc ça peut s'expliquer, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, donc on a notre ADN qui fait une double hélice, et en fait l'épigénétique, ce sont des mécanismes de régulation d'accessibilité de cette molécule d'ADN, parce qu'il est complexé à d'autres protéines, qu'on appelle des protéines histone, qui peut être plus ou moins méthylées, et le fait de les méthyler va créer des barrières ou des barrières ouvertes ou des barrières fermées, qui vont faire que ce gène va être plus ou moins utilisé, être plus ou moins accessible à toute la machinerie qui permet l'expression des gènes. Et ça, c'est extrêmement important parce que ça permet de comprendre moléculairement, on peut faire même des cartes de méthylation du génome pour déterminer si le génome de tel ou tel individu est plus ou moins hyperméthylé, et ça permet de comprendre comment se fait l'expression de ces gènes. Donc en fait, à quoi ça sert? Ça permet de déterminer la prédisposition pour certaines maladies, et maintenant on a poussé le raffinement tellement loin qu'on est capable, grâce à des outils, ce qu'on appelle de faire de la séquence sur cellules uniques, c'est-à-dire qu'en fait vous avez tout un processus ici qui a permis à des chercheurs, c'est un article assez récent, de séquencer cellule par cellule toute une région du cerveau. C'est-à-dire qu'en fait on était capable de déterminer tous les types cellulaires présents dans une région du cerveau et d'en déterminer les caractères génétiques qui sont exprimés individuellement. C'est-à-dire qu'en fait, avant, on détermine dans un tissu des neurones qui avaient telle ou telle caractéristique morphologique. Maintenant, on détermine, même si la morphologie est absolument identique, on peut déterminer quels sont les caractères au niveau moléculaire qui sont exprimés de manière spécifique. Et ça va permettre de comprendre comment des molécules qui sont, pardon, non pas des molécules, mais des cellules qui sont en interaction pour faire réseau, peuvent prendre une place unique et générer un signal qui va être codé de manière subtile. Et ça permet de comprendre, dans ce qu'on appelle les systèmes computationnels, la capacité qu'on a avec un cerveau qui est relativement simple, parce que d'une certaine manière, avec un certain nombre de cellules relativement peu nombreux, on est capable de générer énormément de combinatoires possibles. Sachez qu'un neurone dans le cerveau fait 10 000 connexions avec d'autres cellules. C'est-à-dire qu'en fait, ça crée une infinité de possibilités d'échange avec d'autres cellules. Et en fait, tout ça pour vous dire quoi? C'est-à-dire que ces progrès-là ont été possibles avec donc les progrès techniques pour obtenir des séquences de génome entier, mais ça génère énormément de données. Toutes les séquences qu'on obtient sur des single cells, où on peut séquencer les gènes exprimés par une seule cellule, génèrent énormément de données. Et ça a nécessité de l'apparition de ce qu'on appelle des bioinformatiques, de techniques de bioinformatique extrêmement poussées, qui devient une discipline en soi, où on est obligé, grâce à cause, je dirais, de ces big data, d'utiliser des serveurs de plus en plus puissants. Hein. Donc, on a besoin, et c'est d'ailleurs pour ça que les géants d'Internet et les GAFAM ont investi beaucoup d'argent aussi dans les biotechnologies, hein, Facebook particulièrement, parce qu'il y a aussi un intérêt aussi de donner biologique qui peut être utile et peut avoir un certain
usage économique, particulièrement dans l'usage qu'on peut faire des données de séquençage en termes de médecine prédictive. Donc, pourquoi? Parce que tout simplement, quand on fait de la médecine prédictive, on va séquencer le génome de quelqu'un, on va déterminer un certain nombre de loci qui vont avoir on va dire, vont rentrer dans une espèce. Les loci, ce sont les gènes qui vont avoir certaines mutations par rapport à une séquence canonique, et si on a identifié un certain nombre de mutants qui sont en fait des signaux qui vont générer après des mutations, alors pas forcément des maladies, mais peut-être des risques de maladies ou l'accumulation de risques potentiels. On va pouvoir déterminer, bon là, c'était un exemple facile, il faudra déterminer la probabilité de générer un cancer du poumon si on est fumeur, tout simplement, on va dire, ça c'est facile, mais ça peut être des applications multiples si, par exemple, on sait que quelqu'un a une chance non négligeable de faire un cancer d'un organe, par exemple, on va lui dire de suivre tel ou tel traitement préventif avec tel ou tel examen à partir de tel âge pour être sûr qu'il ne génère pas de cancer. Et pour les compagnies d'assurance privées qui s'occupent de la santé, par exemple, c'est d'augmenter les primes d'assurance en disant vous avez un tableau d'examen préventif à faire. Si vous ne suivez pas votre traitement, si vous ne suivez pas vos méthodes préventives, on vous augmente la prime d'assurance, par exemple. Voilà. Donc, en fait, la recherche, vous avez vu, c'est énormément de disciplines maintenant dans différents domaines. Ça va de la biochimie, la biologie cellulaire, l'histologie, mais de la moléculaire au sens presque au niveau atomique, et ça devient une activité complète qui nécessite un grand nombre d'intervenants avec des spécialités vraiment. Et alors maintenant, on voit de plus en plus de gens avec des compétences en mathématiques, en biostatistique, et des choses comme ça, qui permettent qui s'intéressent à ces questions-là. On a depuis des années beaucoup d'interventions donc de bioinformatique avec le data mining, la modélisation et l'analyse des prédictions de voix. Et en fait, maintenant, un biologiste seul n'est pas suffisant pour déterminer, pour générer des données supplémentaires pour publier ces résultats. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.